tranquillement installé. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Le tribunal de la télé, vous le savez, c'est notre rendez-vous. On se voit comme ça chaque semaine et on peut parler absolument de tout. Le principe est simple, chers amis téléspectateurs. Eh bien, on a une équipe de chroniqueurs ici qui nous parle de faits de société, de faits d'actualité, de faits divers. Et vous avez la possibilité de réagir sur les réseaux sociaux en allant sur le hashtag qui s'affiche actuellement au bas de l'écran, le tribunal de la télé. Et vous avez également la possibilité de venir ici sur le plateau avec nous et de débattre du sujet qui vous intéresse ou qui vous interpelle. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous allez comme ça dans la rubrique casting. Vous cliquez sur la rubrique de l'émission Le Tribunal de la télé. Vous nous dites rapidement de quoi vous voulez parler et on se fera un plaisir de vous accueillir ici parmi nous. Vous l'avez remarqué, là autour de la table, ils sont nombreux, ils sont là. Je vous rappelle qu'elle est là, notre spécialiste cinéma. Elle s'appelle Cécile et on l'applaudit bien fort. À côté de Cécile, il est là, tout de beau, tout sobrement vêtu. Erwin, qu'on applaudit bien fort. Face à Erwin, elle est là, toute fleurie, toute souriante, toute magnifique. Elle s'appelle Virginie et on l'applaudit bien fort. Et mon acolyte, il est là, il n'a pas bougé depuis le début de l'émission. Vincent Roussel. D'ailleurs, Vincent, c'est à vous la parole. De quoi voulez-nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler d'un reportage qui a été fait sur complément d'enquête par rapport au glyphosate qui a fait beaucoup polémique puisqu'il y a eu près de 500 lettres qui ont été envoyées au CSA pour prévenir que ce documentaire n'était pas bon. Il y a eu des célébrités ou des journalistes comme par exemple Emmanuel Ducrot du journal de l'Opinion qui a annoncé que pour elle ça n'était pas une bonne enquête car il manquait des opinions. Mais bon, j'en dis pas plus, je vous laisse regarder ces quelques images et on en reparle après. Vincent est pour le glyphosate, Olivier est contre. Ces deux producteurs de céréales ont accepté d'échanger leur vie et leur tracteur. J'ai repris l'avantage. Non, c'est pas l'avantage. On n'a pas le droit. Vous entendrez l'interview exclusive de Dwayne Johnson. J'ai des lésions partout sur mon corps. Toute ma peau est rongée. Ce jardinier américain atteint d'un cancer incurable a fait condamner Monsanto, le fabricant historique du glyphosate. Alors moi en fait ce que j'ai pas du tout aimé dans ce documentaire c'est le début. Le début on vous présente deux agriculteurs. Un qui utilise le glyphosate, un autre qui fait de la culture bio. Bon c'est magnifique mais le problème c'est que pendant 35 minutes on les voit travailler, ils échangent leur place et on n'apprend pas grand chose très clairement. L'autre partie que j'ai pas aimé c'est également Élise Lucet qui va sur un marché, qui propose aux gens de donner un échantillon d'urine pour faire des analyses pour savoir si les gens ont du glyphosate ou pas en eux. Le problème, c'est qu'au niveau des résultats, le petit problème, c'est que Élise Lucet ne sait pas quoi répondre. C'est-à-dire que les gens leur demandent mais concrètement qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fait, le fait que j'ai 0,89 de glyphosate par rapport à un autre qui a 0,19. Elle ne sait pas quoi répondre. C'est-à-dire qu'il y a un blanc, on ne sait pas. Bon, il y a une dame même qui lui pose la question, mais comment ça se passe ? Pourquoi est-ce que ça donnerait quelque chose de négatif ou pas ? Alors il se trouve que là, elle vous répond, on est incapable de fixer le taux acceptable d'une limite au niveau du glyphosate, et surtout, elle ne sait pas quoi répondre dans le sens où c'est compliqué de répondre par rapport aux effets du glyphosate. C'est-à-dire concrètement, Vincent, excusez-moi de vous interrompre, c'est pour bien comprendre ce que vous êtes en train de nous dire. Ils ont fait une enquête. Où en disant, voilà, un tel a tant de taux de glyphosate dans le corps, etc. Mais ils n'ont pas été en mesure de dire, à partir de tel taux, quelles sont les conséquences sanitaires. On ne sait pas. J'ai 0,89. Est-ce que ce 0,89 peut diminuer ou augmenter ? On n'en sait rien. Quel effet ça va durer derrière ? On ne sait pas. À partir de combien on est en danger ? On ne sait pas. Donc pour moi, le début de ce documentaire qui dure 1h30, pendant 45 minutes, on n'apprend rien. Ça, c'est vrai, totalement. Après, on voit des célébrités qui font le même test.
Les célébrités, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elles font là parce que concrètement, on s'en fiche. Enfin, moi, personnellement, je m'en fiche. Donc ça, c'est un petit peu le point négatif de ce reportage. Après, on a une information sur le Monsanto Paper, c'est-à-dire l'enquête qui a été faite sur Monsanto. Aujourd'hui, il n'y a plus de Roundup dans les maisons ou dans les maisons, car c'est totalement interdit en France. Mais on apprend que certains médecins ont avoué que le Roundup était un pesticide dangereux, que ça a été étouffé. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur des examens pendant 5 ans. Au final, le résultat était 0, car on leur avait dit qu'ils n'avaient pas assez de rats pour leur expérience. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On se dit, tiens, il y a quand même une partie cachée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, ce qui est pas mal, c'est le ministre de la Transition écologique qui vous apprend qu'en France, il faut savoir qu'en 2021, on n'aura plus de pesticides. Voilà, c'est ce qu'annonce la France, en tout cas. Ça a été refusé l'année dernière par rapport à un vote sur le glyphosate. Plus de pesticides du tout ou plus de glyphosate? Non, la France déjà. La France s'engage en 2021 à ne plus en avoir, même si le vote l'année dernière a été totalement débouté. C'est-à-dire que le glyphosate continue encore d'être sur le marché. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas. Attendez, qu'est-ce qui est plutôt intéressant? Non, de dire qu'en 2021, vous avez dit le glyphosate est encore sur le marché, ça c'est plutôt intéressant. Non, c'est dans le sens où en 2021 on n'en aura plus et il y a déjà depuis le 1er janvier près de 50 produits qui ont été enlevés du marché. D'accord. Donc ça c'est plutôt bien et on fait partie des pays de l'Union Européenne à en avoir le moins. Maintenant, moi ce que j'aurais aimé savoir, c'est les autres pays de l'Union Européenne, qu'est-ce que ça donne concrètement? Parce que l'Union Européenne, c'est l'ouverture aux portes et on a également de l'importation. Alors est-ce que ce qu'on mange des pays comme l'Espagne, est-ce que ça a un impact ou pas? Donc c'est vrai que c'est un documentaire plutôt pas mal, mais je suis assez mitigé là-dessus. Et puis d'ailleurs, vous pouvez le regarder en replay et puis donner votre avis sur ce que vous en pensez. Alors tout d'abord, merci de cette explication et de cet exposé assez long mais très précis. Et en l'occurrence, il y a une partie de la réponse qu'a donné le président de la République, figurez-vous, puisque dans le cadre du grand débat national, vous avez vu qu'il est parti récemment à l'improviste rencontrer des Français cette fois-ci. Et la question du glyphosate a été soulevée, je ne sais plus par quel intervenant, et le président de la République a expliqué que effectivement la France a tout fait pour l'interdire au niveau européen, mais que la difficulté, c'est qu'au moment où nous parlons, il n'y avait pas de produits de rechange pour les agriculteurs. Et donc, l'idée, c'est de leur laisser, je crois, entre 3 et 5 ans le fait qu'ils prennent une molécule de substitution qui n'a pas toutes les conséquences négatives du glyphosate. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on arrête le glyphosate, votre terre, il faut qu'elle repose pendant un bon moment. Donc, ça peut durer 3 ans aussi pour changer du glyphosate au bio aussi. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on laisse un temps 2021 pour que tout le monde commence à se préparer et à passer à autre chose tout simplement. Moi j'avoue que ça commence à me perturber tous ces trucs là parce qu'on est persuadé, même quand on essaie de manger sainement, qu'a priori ce qui est vendu dans le commerce c'est pas fait pour empoisonner les consommateurs, mais quand on vous dit oui, dans le corps vous avez tant de taux de glyphosate et que tout le monde vous dit que c'est un produit dangereux, ça fait quand même peur quoi. Enfin, quoi qu'on en dise, ça fait quand même peur. Et moi je trouve que tout le monde ne peut pas manger bio en réalité. Ça coûte quand même, assez cher. Juste avant de vous redonner la parole, Vincent, je voudrais entendre Cécile. Manger bio, ça finit par coûter cher pour une famille. Oui, c'est super onéreux. Moi, je sais que j'ai pas les moyens. J'aimerais bien. Encore que bio, il y a bio et bio, ça veut rien dire à force. Tout est bio. Même les galettes, tous les produits deviennent bio, donc ça veut plus vraiment rien dire. Même dans le bio, moi personnellement, je n'ai plus vraiment confiance. Ensuite, la France sans pesticides, ça paraît utopique, mais j'espère que ça va se faire. J'espère qu'il en sera de même pour l'huile de palme et les conservateurs. Parce que... Oui, mais après, alors, ma question est peut-être politiquement incorrecte, mais
est-ce que c'est pas mieux que ça se fasse au niveau européen? Parce que si c'est la France toute seule, il suffit, vous savez, on importe beaucoup de produits de l'Union européenne. Si on importe d'Espagne ou d'un autre pays, d'Italie, je sais pas, d'Allemagne, au final, ça pénalise les agriculteurs français, mais ça laisse des marchés aux autres. Mais est-ce que le consommateur, là je pose la question à Virginie, est-ce que nous, consommateurs, on n'a pas aussi une responsabilité finalement? Parce que c'est vrai qu'on va toujours chercher les produits les moins chers, parce que c'est aussi une question de pouvoir d'achat, parfois, souvent même. Qu'est-ce que vous pensez justement de cet état de fait, quoi? C'est-à-dire que, comme je le disais à Cécile à l'instant, manger bio, ça coûte de plus en plus cher. Et quand on prend des produits classiques, du coup, on ne sait plus ce qu'il y a dedans. Donc, il va y avoir une défiance vis-à-vis des consommateurs et de ce qu'on mange, finalement. Ouais, c'est sûr. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, si jamais c'est vrai, on ait des produits sans glyphosate. C'est plutôt une très, très bonne nouvelle. Après, effectivement, le bio, ça coûte cher, malheureusement. Ce n'est pas à la portée de tous. Par contre, il y a la possibilité, même à Paris, dans le sud encore plus, même Paris, d'avoir des jardins partagés. Et quelque part, de se faire soi-même notre propre potager. Et ça, c'est à la portée de tous et c'est à la portée aussi de toutes les bourses. Donc, finalement, le manger bien, le manger un petit peu plus sain, ça peut aussi être accessible par tous. Ma chère Virginie, vous venez de Toulouse et probablement qu'à Toulouse, je ne sais pas, beaucoup de gens ont la faculté d'avoir un potager, mais excusez-moi, en région parisienne... Mais si, des potagers collectifs. Ouais, si. En région parisienne, moi j'en ai vu dans comment dire... moi j'habite à Créteil, j'en ai vu à proximité. Non, mais à Paris, il y en a, ou un petit peu en banlieue, vers Saint-Mandé, enfin voilà, et où justement on peut partager. Il y a des AMAP, Vincent, dans le sud, comme à Paris, et l'adhésion est très très peu chère, en fait, 10 € l'année, et donc on peut, mais on n'est pas dans cette logique quand on vit à Paris. De plus en plus vont avoir leur petit jardin où ils vont se faire leur propre potager, justement par peur des modes de fabrication. Je sais pas ce que je pense, mais en tout cas je le souhaite. Je le souhaite pour la santé publique. Pour la santé publique. D'accord. Erwin, vous avez un point de vue sur ce débat ? Oui, exactement. Il y a une vraie pensée qui est en train de s'élever de qu'est-ce qu'on mange en fait. Les gens se posent vraiment cette question, qu'est-ce que je suis en train de manger ? Donc c'est pour ça qu'on parle de bio, qu'on parle de bon. Après, voilà, j'espère qu'on va trouver des alternatives parce qu'il y a des gens, il faut penser à eux, ceux qui n'ont pas assez pour le bio. Les jardins partagés, peut-être ça peut être une solution. Donc voilà, il faudrait voir, mais le glyphosate enlevé, c'est bon pour la santé. Bon, clairement. Ouais. Vincent, pour terminer, vous voulez rajouter juste dire un truc. J'entends que le bio, c'est cher. C'est pas si cher que ça, en fait. Et il y en a de plus en plus. Et c'est justement... Avant, il y a 4 ans, 5 ans, c'était très cher, parce que vous en aviez très peu. Mais comme maintenant, les gens mangent de plus en plus et consomment bio, vous en voyez beaucoup plus et vous arrivez à peu près à avoir les mêmes tarifs que pour les autres fruits et légumes. C'est vrai. Pas si cher que ça. Si, c'est pas si cher quantité. C'est vrai ce que dit Vincent, puisque le consommateur fait de plus en plus attention. Les industriels, ils sont pas plus bêtes qu'un autre. Mais moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on a vu certains produits qui se disaient bio, et au final, il y avait... Voilà, c'est ça. Et du coup, ça casse la confiance que peuvent avoir les consommateurs vis-à-vis de produits ou de marques. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, parce Virginie ? que aussi le bio, maintenant, c'est pas que dans les magasins bio. Ça, c'est un peu démocratisé parce qu'on peut le trouver chez Carrefour, etc. Alors que, du coup, on peut s'interroger. Est-ce que le bio chez Carrefour, c'est moins bio qu'au magasin bio Naturalia ou Biocoop ? On peut s'interroger. Je ne sais pas. Bon, en tous les cas, on a débattu de ce sujet. Merci Vincent, je vous applaudis de nous avoir parlé de cette émission. Donc c'était envoyé spécial sur le glyphosate. Immédiatement un petit jingle et juste après jingle, on va parler cinéma. Vous allez voir ça dans quelques instants. Eh oui, on est là, tranquillement installé, vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Je vous l'ai dit, il y a un instant, on va parler cinéma. Et chez nous, cinéma, ça rime avec Cécile. Cécile, de quel film vous voulez nous parler cette semaine ? De Bumblebee. Donc après 5 films Transformers, Bumblebee a enfin droit à son spin-off. Donc je trouve ça vraiment super. C'est vraiment la petite coccinelle jaune qui est de retour, une comédie familiale à voir. Je vous laisse tout de suite découvrir la bande-annonce. C'est parti. Bumblebee.
m'appelle Charlie Watson. J'ai 18 ans. Aujourd'hui, en fait. La coccinelle, elle est à vendre? Elle est à toi. Joyeux anniversaire. C'est pas vrai. T'es quoi, toi? Et tu sais pas d'où il sort? Vraiment pas? Vraiment pas. Waouh. Je t'explique. Les gens peuvent être horribles avec ce qu'ils ne comprennent pas. Non, la seule personne qui a le droit de te voir, c'est moi. Oh, ok, c'est bon, là. C'est bon, merci. Une guerre fait rage sur notre planète. Si on ne retrouve pas ce criminel, notre guerre deviendra la vôtre. Y'a pas quelqu'un qui peut t'aider? T'as une famille? Oh, qui? Moi? Il faut venir une armée. J'ai pu voir ce que sont réellement ces choses. Bumblebee, il n'y a qu'un moyen de mettre un terme à ce conflit. Tu dois protéger la Terre et ses habitants. Descendez-le! Défends-toi, Abby! Ça, c'est de la bande-annonce. Vous avez remarqué, Cécile, hein, le regard de Virginie? Oui. Bumblebee, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Virginie, vous n'avez pas vu Transformers? Et vous n'avez pas des petits garçons dans la famille, là, qui jouent avec des bagnoles? Ils sont grands, les petits garçons dans la famille, connard. Ils sont grands, donc... Dans tous les cas, mais ça pas ma a bercé génération. plein de générations. Oui, notre enfance Transformers, aussi. Cécile. Et ce que j'ai vraiment aimé dans ce Transformers, donc c'est le 6e opus, c'est que le film, au-delà de l'action, est tissé autour de la relation d'amitié entre un gros robot, Bumblebee, un robot assez sensible, assez humain, et une jeune fille, Charlie Watson, âgée de 18 ans, qui est vraiment mal dans sa peau. Et ce que j'adore, c'est vraiment cette relation fusionnelle entre les deux personnages. Et là, félicitations pour le film. D'accord, mais Ouais. vous l'avez vu, le film? Oui, bien sûr. D'accord. Et comment dire, par rapport à Transformers, il y a des grandes différences? Parce que là, en fait, il y a que un, entre guillemets, personnage extraterrestre dans le film. Est-ce que ça perd pas par rapport... ce que je veux dire par là, c'est qu'un fan de Transformers, est-ce qu'il va s'y retrouver dans Bumblebee? J'arrive pas à le prononcer. Bumblebee. Voilà. Bumblebee. Oui, presque encore plus par rapport aux critiques, puisque les critiques sont vraiment excellentes. Il y a moins d'action. C'est pas plus mal pour se concentrer sur la relation entre le robot et le personnage. D'accord. Et franchement, l'alchimie a plutôt bien fonctionné. Donc ils ont fait une version de Transformers pour les filles, alors avec moins d'action, moins de... Ça ressemble un peu à E.T. ou le géant de fer. Ah d'accord. Voilà. Ah, excellent. C'est ça que j'ai bien aimé. Bon, dans tous les cas, vous donnez envie d'aller le voir. Oui, hein. et j'adore les Chers métiers. amis téléspectateurs, j'aimerais bien avoir la réaction de personnes qui ont vu le film, hein, donc n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, avec l'hashtag qui s'affiche actuellement au bas de l'écran, et vous nous dites tranquillement ce que vous en pensez. Et le principe de notre émission, vous le savez, vous pouvez également venir sur notre plateau. Hein. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, adresse www.people24.tv, et vous allez dans la rubrique casting, rubrique le tribunal de la télé, et vous nous indiquez de quoi vous voudriez nous parler. Tout de suite un jingle et on continue nos débats. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Là, tranquillement installé, vous êtes bien dans le tribunal de la télé avec nos amis autour de la table, hein, Vincent Roncelli, Virginie Boss qui est là, Erwin et notre amie Cécile. Alors précisément, nous on se fait un plaisir de débattre avec vous comme ça chaque semaine autour de notre petit feu de bois, hein, notre feu de bois virtuel. Pour tous les cas, c'est ce plateau absolument sympathique. Et d'ailleurs, regardez, il est là, il s'appelle Erwin, il nous a rejoint il y a quelques temps. Et Erwin, précisément, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors j'ai envie de vous parler de Julien Courbet qu'on a vu dans M6 maintenant, qui a réussi son coup. Et il vient d'être condamné à 10 000 € d'amende pour atteinte à la vie privée. Waouh! C'est surprenant quand on sait que c'est un animateur qui présentait sans aucun doute et qui était toujours du côté du consommateur. Alors moi, j'avoue que je suis pas au courant. Expliquez-moi exactement ce qui s'est passé, Hervé. Alors les faits remontent à 13 ans.
Plus précisément, il y a 13 ans, donc vous voyez que ça remonte très loin. Plus précisément, le 5 juin 2006. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, Julien Courbet était à la tête d'un numéro incontournable qui s'appelait Sans aucun doute, une émission un peu de reportage et d'enquête. Et il enquêtait sur un père, voilà, divorcé, qui avait perdu sa fille. Et ils étaient partis en caméra cachée pour aller espionner la belle-mère de cet homme. Un endroit où le père pensait que la fille était cachée. D'accord. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a eu une conversation entre la belle-mère et Julien Courbet pour savoir les relations familiales entre le père, la belle-mère et toute la famille. Et la belle-mère a bien stipulé qu'elle ne voulait pas que ses propos soient diffusés. D'accord. Mais Julien Courbet est passé outre cela et a diffusé ça dans son émission Sans aucun doute. Et c'est à ce moment-là que la justice l'a rattrapé et qu'il a fait appel. Et voilà, la décision de... Mais pourquoi ça a mis 13 ans ? Alors, c'est vrai que la justice, c'est long, mais 13 ans pour une affaire comme celle-ci, ça semble énorme. C'est ça. En fait, c'est le fait il a fait appel. C'est-à-dire que la première fois, il avait... 6 000 euros. Ouais. Voilà, la première fois, c'était 6 000 euros. Mais il n'avait pas été inculpé dedans puisque c'était pas lui, mais plutôt... sa société de production. Exactement, voilà. Et tous les reporters, voilà, qui étaient présents. Mais là où il a été pointé du doigt, c'est au moment où il a diffusé la conversation qu'il a eue. Tout à fait, et là il a la responsabilité en tant que dirigeant de la société de production. Et c'est ça qui est venu un peu plus après. Voilà, donc c'est pour ça que les faits reviennent maintenant. Et 10 000 euros, voilà, ça fait très mal à Julien Courbet qui est en une très mauvaise position maintenant. Alors Vincent, je vois que vous voulez également réagir sur ce sujet. Surtout, ce qui a fait rebondir, c'est que justement, comme tu disais, la personne ne voulait pas être vue, voulait pas que les audios passent, et surtout, elle voulait que son visage soit flouté et que la caméra cachée, ils ont mis son visage en avant, ce qui fait que tous ses collègues, tous ses amis, tous ses proches de la belle maman l'ont reconnu aussi. Donc elle a eu elle a été embêtée après, donc du coup c'est pour ça que ça a beaucoup joué aussi sur l'émission, alors qu'elle ne voulait absolument pas, ils n'ont pas fait ça. D'accord. Bon, en tous les cas, la justice est passée. Moi, ce qui me surprend, encore une fois, c'est on a conscience du fait que les délais de la justice sont longs, mais 13 ans pour une affaire comme ça, où il n'y a pas eu de... Comment dire, enfin c'est pas une affaire, c'est pas l'affaire Grégory quoi, pour simplifier, ça paraît extrêmement long. Virginie. Mais il n'y a pas eu respect de la vie privée, donc effectivement, mais c'est vrai que 13 ans, on se demande ce qui s'est passé quoi. Non, ce qu'il y a de terrible dans ce genre de situation, c'est que Julien Courbet, comme je le disais tout à l'heure, il est plutôt connu pour défendre le consommateur et aller du côté du consommateur, mais c'est fou de voir qu'il se fait rattraper par des choses comme ça, parce que on aurait tendance à dire quand on est moralisateur ou moraliste, il faut être aussi soi-même extrêmement lisse, ce qui n'est pas facile, parce que malheureusement ou heureusement, je sais pas, finalement on est dans des sociétés où si vous restez dans votre coin et que vous ne faites pas grand-chose de votre vie, c'est sûr qu'il ne vous arrivera jamais rien. Et dès que vous commencez à aborder, à communiquer, à faire un certain nombre de choses, forcément vous vous confrontez à certaines situations. Bon, en tous les cas, merci beaucoup Aline d'avoir parlé de ce sujet sur le plateau. Immédiatement, on va marquer une petite pause. C'est la pub et juste après, on termine nos débats dans le tribunal de la télé. À tout de suite.